Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast de Paris Basketball On Air pour le débrief de la 6e victoire consécutive du club de la capitale, toute compétition confondue. Oui, vous ne rêvez pas, 6 victoires de suite. Et oui, vous l'aurez donc bien compris en cliquant sur cet épisode, les Parisiens n'ont pas fait dans le détail contre Strasbourg ce dimanche après-midi. Une victoire nette, sans bavure, 115-84. L'un des plus gros succès du Paris Basketball depuis sa création. On va revenir du coup sur ce succès largement mérité des Parisiens qui grimpent au classement, qui sont désormais 9e de Betclic Elite, avec la 4e victoire de rang en championnat. Et pour m'accompagner ce soir, on est juste après le match, quelques heures après le match, c'est Antoine qui est avec moi. Salut Antoine. Salut Fabien, comment ça va? Ah bah ça va très très bien. 6 victoires de rang pour Paris, moi je peux pas te mentir, on est plutôt sur des podcasts qui font plaisir récemment, donc on va dire qu'on va profiter de la bonne vague actuelle et profiter tout simplement de ce qui se passe en ce moment du côté de Paris. C'est vrai que ça fait du bien, hein. Je me rappelle, on rigolait, il y a des podcasts, on disait vraiment limite rien à retenir, j'ai rien à dire, et là franchement, comme tu as dit, ça grimpe, et ça fait vraiment, vraiment plaisir. Ouais, tu citais notamment je pense que tu avais en tête le podcast contre l'Asvel Celui-là même. et que Paris va rejouer très bientôt, on en reparlera en fin d'épisode. Je te propose qu'on démarre sans plus tarder, donc en introduction, je l'ai dit, 115-84, plus 31. La dernière défaite de Paris date d'il y a un mois, tout juste, hein, c'était contre les Boulogne-le-Valois Metropolitans. Et depuis, en tout cas sur cette partie contre Strasbourg, on a, je pense, pouvoir parler sous ton contrôle Antoine, mais je pense qu'on n'a jamais senti Paris en danger sur cette partie. Non, à aucun moment on a senti Paris en danger, on a senti Paris un petit peu... le début de match était un petit peu disputé entre les deux équipes. Au final, Strasbourg est bien rentré dans sa rencontre. Enfin, dans le premier quart-temps, c'était assez disputé. Puis au fur et à mesure que les minutes passaient, que les possessions se jouaient, il y en a eu beaucoup sur une rencontre où c'était assez rythmé. Et ben Paris a pris les devants et n'a jamais tellement été inquiété, même bien piégé les Strasbourgeois qui se sont retrouvés un peu dos au mur à certains moments. Ils ont essayé de revenir en retour des vestiaires après avoir perdu Léopold Cavalière notamment, mais sans jamais vraiment inquiéter une équipe parisienne qui, ben, on va le développer, trouver des tirs ouverts assez intéressants, les rentrer, surtout une belle réussite, un jeu collectif vraiment très impressionnant. Tout le monde a contribué à cette belle victoire et une défense qui est de plus en plus sérieuse. Et on a longtemps pointé du doigt la défense parisienne. Sur ce match-là, on n'a pas grand-chose à dire compte tenu de la prestation parisienne ce soir. On en rentrera plus en détail au fur et à mesure de l'émission. Ouais, je voulais démarrer non pas sur la défense, je sais que ce sera le point juste suivant, mais sur une autre statistique qu'on a, dont il faut absolument parler, notamment au vu de cette partie, vu qu'elle est, je pense, en tout cas un des éléments déclencheurs du facile succès parisien ce dimanche. Aucun carton perdu pour Paris, les 4 ont été remportés, mais il y a une statistique pour moi qui ne saute aux yeux, c'était celle des tirs à 3 points. Paris est shooté à 16 sur 33, fait à peu près 48-49% à 3 points, mais c'est surtout le volume qui est important là-dedans, plus que le pourcentage de réussite. Les deux combinés font que Paris a été très adroit, et bah, je l'ai dit Antoine, ça a été peut-être l'élément majeur pour Paris offensivement pour emporter cette partie. Ça a été, on a vu beaucoup de réussite du côté de Paris au niveau du tir à 3 points. On a vu, oui, en effet, beaucoup de réussites dans les tirs à 3 points et surtout à des moments clés, des moments où, par exemple, quand Strasbourg pouvait avoir un petit peu de réussite, des tirs allaient clairement mettre fin, on va dire, au petit momentum qui pouvait commencer côté strasbourgeois, ou alors vraiment une sélection de tirs que j'ai trouvé assez intéressante. Il y a eu bien sûr quelques moments où c'était un peu compliqué offensivement à trouver certaines possessions, mais par rapport à beaucoup, beaucoup, beaucoup de matchs, je crois même quasiment tous les matchs depuis le début de saison, c'est le match où j'ai été le plus impressionné par la sélection de tirs. Après, bah, l'espace aussi, je trouvais que la défense strasbourgeoise était un peu laxiste sur les tirs à 3 points. J'ai pas mal de souvenirs, notamment de ceux d'Amir Sims qui a 3 sur 5. C'est pas celui qui en met le plus, hein, c'était Ron Wallace qui a 5 sur 9. Mais je sais pas pourquoi, ces tirs-là, les tirs d'Amir Sims m'ont pas mal marqué à 3 points, de par la défense sur lui qui était quasiment très éloigné. Et Paris a bien su en profiter, comme tu l'as dit, le volume est assez impressionnant. Et après, si tu regardes un petit peu pêle-mêle, c'est une réussite qui
qui fait plaisir. On voit même un Gauthier Denis qui met ses tirs, comme il en a pas beaucoup, enfin pas beaucoup, tout est relatif, il en a 3, il en met 2. On a une équipe parisienne qui a su profiter de se créer et être réaliste, et ça fait la différence, hein, très clairement. Effectivement, grosse mise en œuvre, en tout cas à 3 points pour Paris. C'est vrai que depuis le début de saison, c'était pas forcément, en tout cas en termes de volume, c'était le on l'a souvent cité cette statistique, Paris était l'équipe qui shootait le plus, mais qui en mettait le moins, ou dans ceux qui en mettaient le moins. Et là, pour le coup, Strasbourg a subi vraiment. Il y a peut-être aussi eu des tentatives, hein, du côté de Strasbourg. Le coach Banki, qui était après en conférence de presse, a été assez cash, hein, sur le match, hein. Il a dit qu'il y avait qu'une seule équipe sur le terrain, et c'est un peu aussi le match qu'on a vu nous, hein, de notre côté, c'est que Strasbourg a essayé. Alors en début de partie, c'est un début de match qui est plutôt serré, hein. C'est Rodion Skrouks notamment, qui fait un peu qui fait un peu mal aux Parisiens, mais dès que Paris a un peu mis le pied sur l'accélérateur en fin de quart-temps, tu vois, moi sur la sélection de tirs, je trouve que Paris a rentré des tirs un peu difficiles en premier quart-temps, et que c'était pas forcément que des bons tirs. Et que petit à petit, avec l'aise, et notamment cette manière d'aller très très vite sur le terrain, Paris a su trouver de l'adresse, et des tirs beaucoup plus simples. Et oui, Amir Sims notamment a eu des tirs faciles, ouverts, mais dans la globalité, même les tirs difficiles sont rentrés, et c'est là que ça change tout du côté de Paris. C'est que tu finis à 16 sur 33, alors que ça peut être un match, on va dire que si c'est un match normal, Paris peut-être termine à 11-12, et ça change déjà beaucoup de choses. Ça ne saurait pas changer la phase du match, on va dire, si Paris avait mis moins de tirs à 3 points. Mais ça aurait. En tout cas, c'est bien de voir Paris capable de coups d'éclat comme ça sur ce genre de choses, parce que c'est là-dessus qu'on les attend, vu le style de jeu implanté par Will Weaver. Autre chose qui nous a forcément marqué dans cette partie, c'était la manière de défendre. Paris a très bien défendu. Et encore une fois, on a le début de match, pas tout de suite. Le Paris a pas commencé comme ça, mais on a vu une défense de zone qui a été excellente du côté de Paris encore, où on a cherché non pas forcément à laisser shooter à l'extérieur, mais d'isoler, moi je trouve, les intérieurs de Strasbourg, que ce soit à Bodian Massa, que ce soit Léopold Cavalière, que ce soit même des plus petits, mais qui ont quand même un rôle important dans la raquette, que par exemple DeAndre Lansdowne, et qui soit étaient forcés de shooter à 3 points sans rythme, soit de venir aller chercher du mi-distance qui était compliqué en mouvement, ou alors d'aller attaquer le panier. On sait que Paris est la meilleure équipe, enfin l'équipe qui défend le mieux la raquette et le panier depuis le début de saison en championnat. Moi, je trouve que c'est intéressant d'avoir vu ça, et que Paris ait proposé ce style de défense à Strasbourg, qui a complètement été cadenassé par les intérieurs parisiens, notamment, Antoine. Cadenassé, même très surpris. On a l'impression que ces Strasbourgeois s'attendaient pas à ça, justement. Ça se reflète très bien dans ce que tu as dit sur ce premier carton un peu serré, où on en parlait, où Bodian Massa, sur les premières minutes du match, s'impose beaucoup. Après, il a Jérémy Evans sur lui, donc qui est un peu plus petit. Le scénario du match tentait à ce qu'on s'imagine qu'un Bodian Massa, DeAndre Lansdowne et les autres intérieurs, voire même un Rodion Skrouks, qui est un 4 un peu fuyant, allait proposer tout un style offensif à Paris qui allait poser énormément de problèmes. Et au final, en très peu de temps, on a vu une équipe parisienne qui s'est bien adaptée et qui a vraiment, comme tu as dit, cadenassé offensivement les intérieurs. Je me rappelle d'une séquence de Bodian Massa où il se retrouve à aller faire une espèce de flotteur ligne de fond. On sent clairement qu'il n'y a pas de confiance, il n'y a pas d'autre solution, il n'y a pas de mouvement. Ou alors tous les Parisiens sont prêts à couper toutes les lignes de passe. On pourra citer la très bonne défense de Gauthier Denis, notamment sur les lignes extérieures. Ce qui fait que les intérieurs strasbourgeois ont eu énormément de mal à ressortir le ballon. Ou alors, quand il fallait attaquer, tu tombes sur une défense avec un Ismaël Kamagaté qui est monté en puissance sur la rencontre, qui a collé 4 contre, donc qui a vraiment montré encore une fois que c'était un des leaders dans sa raquette, ou le leader de Betclic Elite dans cet exercice-là. Plus un Jérémy Evans qui apporte de l'intensité, et d'autres, on ne peut pas tous les citer un par un, mais il y a vraiment une défense collective, que ce soit sur les lignes extérieures avec les lignes de passe, comme je viens de dire, et à l'intérieur aussi. Donc on a vu au final une équipe de Strasbourg coupée en deux, et des joueurs qui sont un peu livrés à eux-mêmes, et c'est pour ça qu'on voit certaines lignes statistiques ou des tentatives d'intérieur strasbourgeois qui sont assez problématiques. Même DeAndre Lansdowne, comme tu as dit, un plus petit qui a 2 sur 10. On a vraiment vu un joueur qui a énormément souffert, alors que pourtant c'est un joueur qui physiquement peut faire
très mal à Paris ou qui a l'habitude de faire mal et qui a un profil très compliqué à défendre. Sur ce match-là, ça a été parfait parce que ça a été vraiment une défense collective où chacun a assumé son rôle et comme l'a très bien dit Weaver, c'est de cette prestation défensive-là que ben, le jeu parisien s'est développé offensivement. Alors, tu as juste dit que peut-être Kamagaté était la référence au niveau des contres et de la défense intérieure. Il y a quand même Wembanyama dans le championnat qui a 3 contres. Oui, je m'en suis rendu compte en le disant, mais je me suis dit trop tard. Voilà, c'était juste pour le dire, mais évidemment, fait partie des références dans l'exercice cette saison en Betclic Elite. Il y a pas de débat, mais il y a quand même un qui est au-dessus. Je te propose, Antoine, qu'on passe du coup sur l'aspect tactique de cette partie qui va un peu rejoindre tout ce qu'on dit depuis le début du podcast, mais qui nous a frappé tous les deux, voire tous les trois avec Lilian, hein, quand on en a discuté pendant le match. Elle était, pour nous, ça a été vraiment vraiment la chose qu'on avait vue. On n'a jamais eu, je trouve que j'ai jamais eu cette sensation, à part donc ce dimanche, que Paris n'avait jamais autant dominé une équipe en jouant son style de jeu qui était prévu depuis le début de saison, c'est-à-dire jouer beaucoup de possession, aller très très vite vers l'avant, vers le panier adverse, et avoir un jeu up-tempo qui va beaucoup user l'adversaire. Et là, magie, la défense fonctionne très bien parce qu'il y a des tentatives qui sont mises en place avec l'effectif et des choses qu'on tente parce que bah, tu as des profils qui permettent de défendre un peu plus en zone, etc. Et de jouer sur la transition. Paris Paris a pas perdu beaucoup de ballons, seulement 14. C'est 14, c'est ça? Mais ils en ont forcé 14. 14, oui. Ouais, et ils en ont forcé aussi 14, ce qui est déjà plus que la moyenne qu'ils ont depuis le début de saison. Et bah, il y a eu beaucoup de contre-attaques, pas forcément des paniers faciles, mais en tout cas des transitions sur lesquelles Paris a pu bah, marquer beaucoup de points et on va dire, augmenter son avantage au fur et à mesure du match. Et bah, je sais pas si tu as la même sensation que moi, mais vraiment, l'impression que c'est le match référence dans le sens où Paris a 100% joué son style de jeu du début à la fin et ça a détruit l'adversaire du début à la fin. C'est exactement ça, il y avait un plan de jeu à respecter, Paris l'a respecté, a assumé son identité voulue et à aucun moment Paris, on a senti cette équipe parisienne en danger. On a même plutôt senti cette équipe, on en parlait un petit peu en off, au-delà même d'être une équipe très efficace, ça a été une équipe on sentait que les joueurs prenaient plaisir en fait. Pas que d'habitude ils prennent pas plaisir, mais sur un match comme ça, il y a des tirs, ça va être qu'une séquence parmi tant d'autres, mais il y a un step back à 3 points après un dribble de Tyrone Wallace qui rentre avec une facilité, là où d'habitude on pourrait se dire que c'est forcé ou que vraiment c'est bah voilà, c'est un joueur qui pense qui veut faire ses stats et pas penser au collectif. Non, on sentait une équipe parisienne très libérée, qui a accéléré le rythme sans pour autant forcer les choses, c'était très fluide. Comme tu l'as dit, ils ont obtenu beaucoup de points sur des transitions, ils ont réussi à provoquer des fautes. Bon ça, d'habitude, Paris est une équipe qui provoque beaucoup de fautes et qui pour une fois va sur la ligne et rentre ses lancers, 19 sur 20 au lancer notamment. Oui, c'est rare, je pense que c'est un match référence, pardon, et ressentir cette sensation d'un match où il peut rien arriver, où on sent que enfin, les Parisiens ont la main mise sur la rencontre, on n'a pas cette crainte qu'il y ait un turnover parce que ben on a confiance dans la stratégie défensive, dans tout ce qui peut être adapté, dans les adaptations des joueurs, même quand un joueur se blesse ou quand un est un petit peu en deçà de ce qu'on attend de lui. Le plan de jeu est tellement respecté et on en revient à l'équipe strasbourgeoise tellement ben, cadenassée, comme tu l'as très bien dit, qu'on peut que aller vers la victoire et sans être trop inquiété, justement très fier de suivre ce plan de jeu parce qu'il était vraiment bien, très très bien dessiné. Ouais, puis je regarde là, bon, le nombre de possessions, c'est assez fou parce que Paris prend 70 tirs, je sais pas, je crois que c'est 10 de plus que la moyenne environ. C'est 77 pour Strasbourg. Chacun a eu 15 et 20 lancers francs, chacun a perdu 14 ballons, donc ça fait en gros à peu près une centaine de possessions, voire un peu plus chacun. C'est énorme pour un match de Betty Kid, pour un match de 40 minutes. C'est vraiment que le ballon a beaucoup changé de main très vite parce que Paris jouait sur ce tempo et en fait, je trouve que Strasbourg aussi est rentré dedans, n'a pas su s'en défaire. C'est une équipe qui met 78 points et qu'on encaisse 77. Strasbourg par match, c'est pas du tout le rythme que tu as quand tu vas jouer sans possession par match. Donc,
peut-être que Strasbourg aussi est vraiment sorti de son match parce qu'ils n'ont pas su imposer peut-être un rythme ou un tempo qui leur aurait peut-être avantagé un peu plus. Un joueur justement qui a été très avantagé par ce rythme, tu l'as cité une ou deux fois déjà dans le podcast Antoine, mais forcément on va en reparler un petit peu. Ça devient un classique depuis quelques semaines parce que ça fait, on va dire, un bon mois maintenant qu'il est extrêmement performant. C'est Tyrone Wallace, encore une fois, dont on va parler lors de cet épisode. 31 points, 27 d'évaluation, tout simplement. Le meilleur joueur sur le terrain, encore une fois, dimanche soir. Voilà, tu as tout dit. Non, sans blague, pour entrer un peu plus dans le détail, c'est vrai qu'on commence à en parler de plus en plus, mais parce que le joueur le mérite. Il dégage énormément de sérénité. C'est un joueur qui, balle en main, est extrêmement talentueux. On avait tendance en début de saison à lui taper un petit peu sur les doigts sur sa sélection de tir. Elle est plutôt bonne sur ce match, elle est même bonne. C'est même sa réussite se voit même, hein. Il est à 5 sur 9 à 3 points, c'est le joueur qui en prend le plus, c'est le joueur qui en met le plus directement. Il a parfaitement su s'adapter après la sortie de Kyle Holman, enfin le non-retour de Kyle Holman, pardon, qui n'a pas joué en seconde mi-temps à cause d'un problème à la cheville. On a vu un joueur assez complet. Défensivement, je l'ai trouvé très intéressant. Encore une fois, il fait même 2 interceptions. Dans la vigilance des extérieurs globales, il en a été un fervent artisan. À la passe, au final, tellement, le jeu est tellement rapide que s'il n'a pas été le seul joueur justement à créer, il a été assez soulagé là-dessus. Donc il a pu se concentrer sur son scoring et il a montré encore une fois qu'il avait vraiment une palette très complète. On peut le voir à 3 points dans sa sélection de tir. J'ai cité le step back, ça a été quelque chose qui m'a marqué. Mais même à l'intérieur, c'est un joueur qui attaque le cercle, qui l'attaque plutôt bien, qui a un vrai shoot. On le voit, il est très facile pour éliminer son vis-à-vis, il provoque des fautes également. Ça a vraiment été une rencontre pardon, oui, extrêmement complète du joueur, et maintenant on commence à en être habitué. Et pourvu que ça dure, simplement. Pourvu que ça dure, comme tu le dis. Bon, on va pas aller beaucoup plus loin dans le débrief de cette partie, hein. Globalement, tout a été bon. Si j'avais un petit malus à donner dans cette partie quand même, moi je suis très déçu de pas avoir vu Mohamed Diawara rentrer, parce que vu l'avantage qu'il y a eu dans cette partie, notamment dans les 4-5 dernières minutes, Paris finit avec plus 31 à la fin, c'est le plus gros écart de la partie. Ah, tu pu quand même un peu, je parle à Will Weaver, tu pu quand même faire rentrer Mohamed Diawara, et ça me permet justement de faire une transition sur un peu les joueurs qui jouent pas avec l'équipe 1, mais notamment Mohamed Diawara, donc en espoir. C'était samedi qui a posé le premier triple-double de la saison en espoir. Je crois que ça faisait un an et demi qu'il n'y a pas eu un triple-double dans le championnat espoir. C'était Matteo Leray. Et là, c'était 25 points, 10 rebonds et 13 passes pour le joueur du Paris Basketball. Pas de victoire, ça ne s'est pas joué à grand-chose contre les Sports de Strasbourg, mais toujours pas de victoire, tout simplement, pour les hommes de Raphaël Desroses. Et dans les anciens, on va dire, comme ça, Dustin Sleva, lui, qui joue avec Brunswick depuis, du coup, 2 semaines, a rejoué ce week-end. Une défaite parce que Brunswick a failli marquer au buzzer, failli gagner au buzzer, mais défaite donc de Brunswick. 14 points, 8 rebonds, 2 passes pour Dustin. Et puis Pacom Dadier, vous l'avez vu passer cette info dans la semaine, Pacom Dadier qui a officiellement enfin rejoint Ulm en Allemagne et qui a débuté, et lui qui va jouer du coup avec l'Orange Academy, qui est en gros la réserve de Ulm en 3ème division, qui a démarré aussi dimanche, qui a fait ses premiers pas. Plutôt prometteur, hein, parce qu'il a calé 24 points pour 24 déballes. Il doit y avoir 2 passes ou 3 passes avec 8 rebonds, c'était plutôt propre. Un peu de déchets à 3 points, mais bon, le temps de se remettre en route pour Pacom Dadia, c'était plutôt pas mal. Le calendrier qui vous attend maintenant, ça va être du costaud, hein, Antoine, je pense qu'on peut dire ça. Du lourd. Déplacement à l'Hapoel Tel Aviv mercredi en Eurocup, je crois que c'était à 19h. Et puis dimanche, match événement, réception de l'Asvel à la Corena. Non, semaine très chargée pour les Parisiens. Heureusement que la dynamique est bonne. Au final, ça permet d'entamer de grosses rencontres sous les meilleurs auspices. Exactement. Après, il y aura un match à Dijon et la réception de Pau avant la trêve, je crois. Donc, ça fait vraiment des gros matchs. Et puis, il y a des matchs en Eurocup encore. Il y a Trento bientôt aussi, fin janvier. Bon, bref, là, il y a en tout cas, les 3 prochains matchs, en tout cas, en championnat, Dijon et l'Asvel, et puis la Poel Tel Aviv vont être vraiment des grosses cylindrées. Il faut voir aussi comment Paris
peut jouer contre des grosses équipes. On a vu en décembre que ça avait été extrêmement compliqué. Et depuis que Paris affronte, on va dire, eu un calendrier un peu plus léger en championnat et un peu aussi en Eurocup, même s'il y a eu Ankara au milieu de tout ça, on a vu une équipe du Paris Basketball capable de battre les équipes soit de son niveau, soit un peu plus faibles. Et ce qu'il faut voir maintenant, si Paris peut encore monter d'un cran son niveau. Il faudra voir du coup ça d'ici quelques semaines. Nous, on va du coup se redonner rendez-vous, pas mercredi après la Poel Tel Aviv, mais ce sera après le match donc à Bercy, à l'Accor Arena contre l'Asvel pour le débrief du match événement donc contre les Lyonnais. Eh bien, je vous dis à bientôt du coup, et merci de nous écouter encore une fois. Je vous rappelle juste nos réseaux sociaux. Twitter, c'est @ParisB-8onair. Instagram et Facebook, c'est @ParisBasketballOnair, tout simplement. Et donc, on va se retrouver dimanche soir pour le débrief du Paris Basketball contre l'Asvel. Merci de nous écouter et on se dit à bientôt. Salut!